Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Émission consacrée évidemment à l'attaque contre la préfecture de police. Avec cette question, la préfecture a-t-elle dysfonctionné dans le suivi de Mickaël Harpon? Comment cet homme de 45 ans, informaticien depuis 16 ans à la préfecture, a-t-il pu se convertir, se radicaliser sous les yeux de ses collègues aguerris en matière de suivi des personnes radicalisées? Édouard Philippe annonce 2 missions pour réévaluer les agents du renseignement, mettre à jour les dysfonctionnements. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera juste après le décryptage du profil de Mickaël Harpon. Que sait-on de sa radicalisation, de son parcours? Analyse et toutes dernières infos avec nos invités et Dominique dans un instant. Mais d'abord, le rappel des faits avec Ilela Aflali. Selon le procureur, Mickaël Harpon avait adhéré à une vision radicale de l'islam. Il était en contact avec des individus susceptibles d'appartenir à la mouvance salafiste, dont un homme connu de la DGSI, mais absent du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le téléphone de l'assaillant fait aussi état d'échanges avec sa femme avant son passage à l'acte. Au cours de cet échange, l'auteur des faits a tenu des propos à connotation exclusivement religieuse, qui se sont terminés par ces 2 expressions. Allahu Akbar, puis suis notre prophète bien-aimé Muhammad et médite le Coran. Originaire de Fort-de-France en Martinique, cet homme de 45 ans était depuis 2003 agent informaticien à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. À ce titre, il était habilité au secret défense et avait accès à des informations dont la divulgation peut gravement nuire à la défense nationale. Sa radicalisation, comment s'est-elle faite? Par quel biais? Et surtout, on est dans le cadre de quelqu'un qui bosse à la direction du renseignement de la police de Paris, dans lequel qu'est-ce qu'il a fait? Mickaël Harpon vivait dans cet immeuble à Gonesse avec sa femme et ses 2 enfants. Selon le procureur, il avait émis le souhait de ne plus avoir certains contacts avec des femmes. Et depuis peu, il se rendait à la mosquée vêtu d'habits traditionnels. Il était très discret, très solitaire. Je le voyais de temps en temps en djellaba pour aller à la mosquée de Gonesse, c'est tout. C'est un choc total, je pense que c'est un film, un cauchemar, quoi. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. Selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs, Mickaël Harpon aurait aussi légitimé les meurtres commis par les frères Kouachi lors des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Alors avant d'accueillir Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, on va essayer de creuser ce profil de Mickaël Harpon avec nos invités. Richard Marlet, bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef de l'identité judiciaire au 36 quai des Orfèvres. Vous avez travaillé plus de 30 ans à la préfecture de police, vous la connaissez très bien. Vous êtes aussi auteur du livre La science à la poursuite du crime aux éditions de La Martinière. À vos côtés, Éric Pouillat, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Gironde, co-auteur de la mission d'information sur la radicalisation dans les services publics, et Guillaume Faure, notre consultant sécurité BFM TV. Richard Marlet, d'abord une question simple. Quand on entend ce profil, vous avez travaillé 30 ans dans ces locaux, je le disais, de la préfecture. Un peu plus de 30 ans dans ces locaux de la préfecture de police. Et comment c'est possible qu'à aucun moment on ne se soit rendu compte de cette radicalisation de cet individu? C'est peut-être tout le paradoxe, en fait. La préfecture de police, donc moi j'appartenais à la direction de la police judiciaire, mais la préfecture de police, je l'ai beaucoup pratiquée, enfin dans son île de la Cité. Et en fait, quand vous entrez dans la police, on appelle la PP, entre nous, la maison. Et la maison, elle est constituée de ses habitants. Et on ne peut pas imaginer, dès lors qu'on a choisi d'exercer ce métier-là, qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, celui qu'on connaît, et peut-être depuis 10 ans, 15 ans, que celui-là puisse se retourner contre soi. Après, il y a toute une difficulté. Enfin, je lisais récemment une étude dans la revue internationale de criminologie sur une espèce de rétexte de la formation des personnels pénitentiaires, etc., etc. Dans l'interprétation des signes. Bon. C'est pas si simple que ça, il faut une formation, et puis après vous avez, la préfecture de police aussi, c'est une histoire. Et cette histoire, c'est aussi quelques heures sombres, avec de la délation. Et quand vous êtes à côté d'un de vos collègues, et que vous croyez, c'est pas si simple que ça. Tout ça crée un contexte, on le comprend bien, c'est très compliqué. Qui transparaît d'ailleurs dans le rapport que vous avez fait avec l'un de vos collègues parlementaires sur cette radicalisation dans les services publics en général, notamment dans la police. C'est la difficulté de le voir
Ça, c'est un point clé. C'est difficile d'évaluer ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est difficile de les recenser, de les signaler. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de typologie en plus du radicalisé et les signes sont multiples et ils sont souvent, on parle aussi souvent de parcours de radicalisation, c'est-à-dire qu'il y a divers points et divers éléments au fil du temps qui font concourir à peut-être considérer que la personne est radicalisée. Donc c'est pas, il y a à un moment donné un basculement très clairement qui fait que la personne devient potentiellement là dangereuse. Mais il faut tout au long de ce parcours, ou tout au long de ces signaux faibles, pouvoir arriver à alimenter des fichiers de sécurité et pouvoir justement repérer et intervenir avant que le passage à l'acte. Et si je peux me permettre, excusez-moi Dominique, juste pour compléter, avec ce cas précis, montre qu'en fait il faut élargir nos vues, c'est-à-dire ne pas considérer que c'est uniquement la prison qui favorise la radicalisation. Là, on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que les frères Kouachi, Koulibaly, etc. Enfin, c'est une typologie tout à fait particulière. Justement, avant d'en venir, Dominique, à votre question, Guillaume, que sait-on on a fait son profil, on voit qu'il fréquentait la mosquée de Gonesse qui est suivie par les renseignements. On voit qu'il y a eu préméditation, achat d'un couteau avant, il y a eu différents éléments quand même autour de son profil qui posent question. Et si on refait la chronologie, le premier élément qui pose véritablement question, c'est cette année 2015, il y a les attentats de Charlie et il aurait justifié les attentats de Charlie. Alors ça, en termes pénals, ça porte un nom, c'est un délit depuis 2014, c'est apologie du terrorisme. Pourquoi est-ce que celui de ses collègues qui aujourd'hui dit qu'en 2015, il a justifié les attentats, ne l'a pas fait remonter? Alors, ce qu'il dit dans son témoignage, c'est qu'il a fait remonter oralement, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu d'écrit? Et pourquoi la hiérarchie n'a pas exploité cette information qui manifestement rendait sa présence dans ce service de renseignement totalement incompatible avec cette déclaration? Ensuite, si on remonte la chronologie, il y a le fait que, oui, il fréquentait à Gonesse une mosquée qui était suivie d'ailleurs par la Direction générale de la sécurité intérieure, la mosquée de la Fauconnière à Gonesse, parce qu'il y avait un imam qui avait des prêches radicaux. Et que, disait le procureur hier, quand il se rendait à cette mosquée, eh bien, il avait récemment changé ses habitudes vestimentaires. Il ne s'habillait plus de façon occidentale. Il avait une tenue qui était une tenue traditionnelle. Ça aussi, ça devait effectivement interroger. Ces signaux-là semblent être passés un petit peu sous les écrans radars et aujourd'hui posent des questions pour un service de renseignement tel que la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Monsieur le député, moi, il y a une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des gens comme lui, dans les services publics? Est-ce que c'est sous contrôle ou est-ce qu'il y en a de plus en plus? Dites-nous. Dans les services de sécurité intérieure, notamment police gendarmerie, on parle de 30 à 35 cas. Donc, ce qui veut dire sur 300 000 hommes. Quand vous dites des cas, des convertis ou des radicalisés? Des personnes suspectées de radicalisation. Alors, dans suspectés, vous avez un peu tout le panel. Vous avez des gens qui ont effectivement des fréquentations avec des milieux radicalisés, mais qui ne sont pas eux-mêmes directement en voie de radicalisation. Vous avez des personnes qui ont effectivement émis des signaux faibles, des changements de comportement, des changements vestimentaires, etc. Aussi des conflits avec leurs collègues ou la hiérarchie. Mais c'est une trentaine de personnes sur 300 000 hommes dans les forces de sécurité intérieure. Chez les militaires, à proprement parler, c'est très très faible. C'est vraiment quelques-uns. On a une quinzaine de cas aussi dans l'administration pénitentiaire. Voilà, à chaque fois, c'est des petits nombres, mais ce n'est pas le nombre qui fait... Et ailleurs, dans des entreprises comme la RATP, les transports publics, il y a beaucoup on sait, des conducteurs de bus qui ne veulent pas s'asseoir derrière une femme, qui ne veulent pas conduire un bus quand il y a des publicités avec une femme un peu dénudée, etc., etc. Il y en a beaucoup. La RATP, on n'a pas eu de chiffres exacts. La question, c'est que c'est plutôt un fait communautaire, en vérité. C'est-à-dire que vous avez une religion qui a pris beaucoup de place au sein de l'entreprise, et avec, aujourd'hui, un conflit ouvert entre ces pratiques religieuses et le règlement de l'entreprise. Donc là, il y a des questions qui se posent, mais on est sur une logique communautaire. Mais c'est aussi propre à la culture de l'entreprise, qui a toujours eu une culture d'intégration, notamment des jeunes de quartier. Est-ce que tout cela peut se faire dans son coin, de façon isolée, ou est-ce qu'il faut craindre? On rappelle qu'il y a association de malfaiteurs dans les motifs et l'enquête du parquet national antiterroriste. Est-ce qu'il faut craindre qu'il y ait une cellule autour, que cet individu ait pu communiquer des informations secret défense à d'autres personnes? Alors, ça fait plusieurs questions.
Pour répondre à la dernière question, mais ça on le saura très vite, est-ce que ce fonctionnaire avait les habilitations suffisantes pour accéder via les réseaux informatiques à un certain nombre de fichiers Est-ce qu'il peut accéder au TAJ? Est-ce qu'il peut accéder au FPR? Est-ce qu'il peut accéder à des fichiers encore plus précis? TAJ, traitement des antécédents judiciaires, etc. C'est FPR, fichier des personnes recherchées. Oui, c'est ça. Monsieur le député en parle régulièrement lorsqu'il évoque les enquêtes administratives. Donc voilà, qui est un vrai sujet. Donc ça, on va le savoir. Ça, on va le savoir assez rapidement. Est-ce qu'il avait vraiment toutes ses capacités? Premier point. Deuxième point. Est-ce qu'on a affaire à ce qu'on appelle un loup, ce qu'on appelait, et souvent très rapidement, voire trop rapidement, un loup solitaire? Ça, voilà, le temps de l'enquête n'est pas votre temps à vous ou le temps de la communication. Donc ça va être très très long, mais on finira par le savoir. Après, ce qui est vraiment, enfin, qui moi me pose problème, c'est la typologie même de ce garçon. Il est marié, il n'a pas fréquenté la prison, il n'a pas d'antécédents judiciaires, il est fonctionnaire, donc il travaille, donc il a un salaire. Richard Marlet, quand on vous entend, on est d'autant plus surpris qu'aucun de ses collègues, à un moment, ne s'en soit rendu compte. Oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, toute la difficulté, il me semble, c'est de dire, voilà, pour détecter ces signaux faibles, il faudrait entrer dans la sphère privée. Ou alors déterminer qu'un certain nombre d'actes qui relèvent de la sphère privée sont pratiquement des commencements d'exécution si on fait un petit peu de procédure pénale. Richard Marlet, question à tous les deux, Guillaume Fard aussi. Comment se fait-il que sa patronne, Madame Bianchini, Françoise Bianchini, la patronne du renseignement à l'APP, n'ait rien vu de son côté, puisque visiblement, quand M. Castaner, quand le ministre de l'Intérieur dit voilà, c'est un homme qui ne s'était jamais fait remarquer, ces informations, il les a de quelqu'un. Sans doute, ça vient de la DRPP. On lui a dit, c'est quelqu'un qui posait jamais de problème. Comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas repéré ? Que ces services ne l'aient pas repéré, qui font quand même de la lutte antiterroriste. En fait, la question de fond, c'est celle du contrôle interne d'un service de police qui est quand même un peu particulier, qui est un service de renseignement. Comment se fait-il que dans un service de renseignement, quand à un moment donné, vos agissements deviennent incompatibles avec l'exercice de vos missions, le contrôle interne ne vous identifie pas et ne vous sorte pas du service de renseignement. Comme ça se produit à la Direction générale de la sécurité intérieure, où celui qui commencerait à fréquenter telle ou telle nationalité, immédiatement se verrait signifier que ces fréquentations sont incompatibles avec la poursuite de ses missions. C'est cette question-là qui est absolument centrale, d'où la saisine par le Premier ministre de l'inspection générale du renseignement, qui devra aussi y répondre. Quelle procédure de cloisonnement de l'information était mise en œuvre à la DRPP et était-elle respectée? Question évidemment qu'on posera à Laurent Nunez dans un instant. Éric Broyat, pour conclure avec votre regard omniscient sur la fonction publique, est-ce qu'il y a un grand travail, j'allais dire un grand ménage à faire? La fonction publique et l'ensemble des services publics n'échappent pas de toute façon à cette question de la radicalisation. Penser qu'on est dans une bulle et que ce serait une erreur. Donc effectivement, il y a un travail à faire. Il a été mené déjà quand même, notamment par des améliorations législatives, notamment la loi de 2017, la loi SILT. Mais effectivement, je pense qu'il y a un renforcement des enquêtes administratives à mener. Il y a peut-être notamment en termes de rétro-criblage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le passage au fichier de sécurité des gens qui sont déjà en poste, comme là c'était le cas avec l'auteur de la tuerie, puisqu'on a aujourd'hui un criblage assez fin à l'entrée, mais pour tous ceux qui sont en poste, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc effectivement, je ne veux pas parler de ménage, mais en tout cas, il y a un effort à faire sur les agents qui sont dans nos administrations depuis longtemps pour s'assurer de leur loyauté, si j'ose dire, qu'elle soit bien toujours effective. Merci à vous trois d'être venus nous éclairer sur le plateau d'Affaires suivantes. On l'aura compris, beaucoup de questions évidemment encore dans cette affaire, un volet politique également. Dans un instant, c'est Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui sera notre invité exceptionnel avec Dominique Rizet. Il répondra à toutes nos questions sur cette affaire. À tout de suite. Événement BFM TV. Céline Dion, la voix, les succès, l'attente est terminée. Céline Dion, courage, la tournée mondiale. À Paris, la Défense Arena, les 26, 27, 30 juin et 1er juillet 2020. Retrouvez toutes les informations de la tournée dans Culturez-vous sur BFM TV.
comment elle est? Les premiers mots que vous entendrez à La Réunion. Avant de faire votre première marche sur un volcan, savourez votre premier ananas Victoria et regardez s'amuser votre première baleine à bosse. Pour votre premier voyage à La Réunion, Air Austral, la compagnie française de l'océan Indien. Pour Lucas, le plus beau des cadeaux, ce serait que son père ne travaille plus aussi loin. Et ce soir, son rêve pourrait bien devenir réalité. Téléchargez votre CV sur Indeed. J'ai une révélation sur ma mère. J'ai tout compris. Parlez-moi plutôt de votre voiture. Quel rapport avec ma mère? Aucun, mais il est temps d'aborder le sujet des portes ouvertes Renault. Portes ouvertes? C'est pas le moment, là. Si, à ce stade, c'est le bon moment, parce qu'après, il sera trop tard. Bon, j'y vais, alors. Foncez. Et vous, qu'attendez-vous pour aller aux portes ouvertes Renault? Pendant les Renault Days, du 10 au 14 octobre, Renault Kadjar est à partir de 199 € par mois avec EasyPack. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Oh oh! Si finalement vous n'en avez pas besoin, Amazon vous invite à le retourner facilement. Et profitez aussi de la livraison gratuite sur des millions d'articles. Bienvenue au Papa au top. Bienvenue à tous. Préparez votre saison de baignade avec les abris de piscine Abridéal. En 2019, Abridéal célèbre ses 40 ans. Profitez vite de nos offres anniversaires. Rendez-vous sur abridéal.com. Et voilà. C'est de la part de nous trois. T'es sérieuse? C'est de la part de nous trois. C'est de la part de nous trois. Et bah, c'est de la part de nous deux. Orange Bank, envoyer et demander de l'argent instantanément. La famille maintenant, la banque maintenant. 96% des Français pensent qu'il y a trop de gaspillage d'énergie. Avec le service Maconso, comprenez et maîtrisez votre consommation. J'agis avec Engie. Nous sommes prêts. Prêts à préparer un avenir plus sûr. À réagir juste. Où que vous soyez. Prêts à vous protéger. À rester vigilants. Pour un soutien actif. UNEO. Une mutuelle forte. Créée et gouvernée par des militaires. Qui veillent sur votre santé et votre avenir, ça fait toute la différence. Santé, prévoyance, prévention, accompagnement social. UNEO. Votre force mutuelle. Avec Renault Occasion, tout le monde va passer à l'électrique. Zoé d'occasion 3 ans, 25 000 km est à partir de 59 € par mois. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et cette semaine, évidemment, cette police touchée en son cœur. Jeudi, un scénario d'horreur s'est joué à la préfecture de police de Paris. Comment Michael Harpon a-t-il pu se radicaliser au sein même de la préfecture où il travaillait depuis 16 ans? Quel dysfonctionnement, quelle réforme à conduire? Beaucoup de questions se posent aujourd'hui et dans un instant,
Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, répondra avec Dominique Rizet à toutes nos questions. Beaucoup de questions aussi sur le profil de cet individu qui a donc mené ce périple meurtrier. Retour sur un scénario de l'horreur avec Laszlo Gelabert. Tout commence par une série de messages entre Mickaël Harpon et son épouse. De 11h21 à 11h50, ils s'échangent 33 SMS exclusivement religieux pendant 29 minutes. À 12h18, l'informaticien à la direction du renseignement se rend dans ce bazar proche de la préfecture. Il achète les armes du crime, un couteau de cuisine avec une lame en métal de 20 cm et un couteau à huître. Il est 12h24. Il est rentré comme un client standard, très calme. Et je dis bonjour, mais j'ai pas entendu sa voix parce qu'il n'a pas parlé ni en arrivant ni en sortant. Il avait l'air de savoir ce qu'il voulait, il a fait le tour assez rapidement. Une fois équipé, l'assaillant fait un détour pour dissimuler les couteaux. Commence alors son périple meurtrier d'une durée de 7 minutes dans un des lieux les plus surveillés de France. 12h53, il pénètre dans un premier bureau de la préfecture de police et s'attaque à 2 fonctionnaires en train de déjeuner. La première victime, major de police âgé de 50 ans, présente une large plaie à la gorge. La seconde, gardien de la paix âgé de 38 ans, a été mortellement touché par de multiples coups de couteau dans la région thoraco-abdominale. Dans un autre bureau, il blesse mortellement un 3e fonctionnaire, puis tente de pénétrer dans un local, heureusement fermé, où 3 fonctionnaires sont en train de déjeuner. L'assaillant a emprunté l'escalier menant à la cour de la préfecture de police. Au cours de ce trajet, il a porté plusieurs coups de couteau à une fonctionnaire de police, gardien de la paix âgé de 39 ans, qui devait décéder des suites de ses blessures. Il est 13h. Dans la cour, un policier stagiaire tente de calmer le criminel. Malgré plusieurs sommations, l'assaillant se dirige vers lui en pointant son couteau. Le gardien de la paix tire à 2 reprises. Le tueur est abattu. Et invité exceptionnel d'affaires suivantes, Laurent Nunez, bonjour. Vous bonjour. êtes, je le disais, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. On rappelle qu'entre 2012 et 2015, vous avez été directeur de cabinet du préfet Boucaud à la préfecture de police de Paris. C'est dire que vous connaissez parfaitement cette institution. Évidemment, on va revenir avec vous sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur le profil de Mickaël Harpon et puis sur la polémique politique aussi aujourd'hui qui existe autour de cette affaire. D'abord, on vient de revoir ce scénario de l'horreur, c'est comme ça que je le qualifiais. Qu'avez-vous vu quand vous êtes arrivé sur place très vite avec le ministre de l'Intérieur jeudi à la préfecture de police? Écoutez, jeudi très vite, j'ai rejoint Christophe Castaner sur place, bien évidemment. Et ce que nous avons vu avec Christophe Castaner, ce sont des personnels qui étaient extrêmement traumatisés, extrêmement choqués. D'abord pour ceux qui avaient été directement témoins de cette attaque, bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble des personnels de la préfecture de police, pour laquelle, bien sûr, j'ai une pensée, comme j'ai une pensée, bien évidemment, pour les victimes, pour leurs familles, pour l'ensemble des agents de la préfecture de police. Et vous le rappelez, j'en ai effectivement fait partie. Entre octobre 2012 et mars 2015, j'ai été, moi aussi, fonctionnaire à la préfecture de police de Paris. J'étais numéro 2. Et donc, nous avons vu des personnels vraiment extrêmement choqués, extrêmement traumatisés, qui ont été immédiatement pris en charge, pour certains, au plan médical, puisqu'il y a eu une autre dame qui a été blessée grave, donc 4 personnes décédées, 3 fonctionnaires de police, un agent administratif et un autre agent administratif grièvement blessé, et puis des fonctionnaires qui étaient pris en charge au titre psychologiquement compte tenu du choc et du traumatisme occasionné. On savait la menace réelle, mais est-ce qu'il était imaginable d'envisager un jour, d'imaginer une attaque pareille au cœur de la préfecture de police, au cœur du dispositif? La menace terroriste, vous le savez, dans notre pays, elle est permanente. Le risque zéro n'existe pas. On rappelle toujours que la menace, elle est endogène. Avec mais par un des vôtres, par un policier. Déjà présents sur le territoire national. C'est sur quoi travaillent les services de renseignement. On y reviendra de manière maintenant très soutenue depuis 2014 et de manière toujours accrue, de manière toujours renforcée. On a beaucoup fait dans la lutte antiterroriste et on continue à le faire avec des services de renseignement qui maintenant échangent en permanence l'information, suivent l'ensemble des objectifs qui sont signalés, qui sont radicalisés et au final, c'est ce qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent bien, au final déjouent des attentats. On est à 59 attentats déjoués depuis la fin de l'année 2013. Il y a là quand même, monsieur le ministre, un symbole particulier, c'est la préfecture de police. Ce qui est singulier dans cette affaire, c'est que l'auteur, il vient de l'intérieur. Et donc c'est une première. L'auteur, il vient de l'intérieur. Il est à l'intérieur des services, et en plus des services de police, à la préfecture de police,
et en plus des services de renseignement. C'est ce qui est tout à fait singulier dans cette affaire. C'est bien évidemment pour cela que toute la lumière doit être faite sur ce cas précis. Alors justement, on va avancer pour en venir au profil de cet individu, de l'intérieur, cet ennemi de l'intérieur qui était là au milieu de ses collègues. Le procureur du antiterroriste s'est exprimé hier, il a fait le point sur le profil de l'individu et il a clairement donné les éléments qui conduisent à parler aujourd'hui de radicalisation. Parmi ces éléments dont la conjonction doit être soulignée figurent les points suivants. Le caractère prémédité de l'acte commis par le mis en cause, sa volonté avérée de mourir au cours de son acte, la nature des faits commis et notamment les blessures occasionnées à au moins une des victimes, le contexte de radicalisation latente du mis en cause tel qu'évoqué il y a quelques instants, et enfin, les messages à caractère exclusivement religieux qu'il envoie à son épouse peu avant son passage à l'acte. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui on dit encore attaque ou est-ce qu'on dit attentat? On dit attaque terroriste. Enfin, le procureur national antiterroriste est saisi. Il a donné un certain nombre d'indications qui ne sont pas contestées sur la radicalisation de cet individu. La question qui se pose et que nous nous posons aujourd'hui et que l'enquête permettra d'éclaircir, de la même façon que l'inspection des services de renseignement qui a été saisie par le Premier ministre permettra également d'éclaircir ça. Ce qui importe, c'est est-ce que ces signes de radicalisation, ils avaient été, repérés, ça c'est très important, est-ce qu'ils avaient été repérés? On a le sentiment, quand on entend le procureur national antiterroriste, que oui. Et est-ce qu'ils avaient été signalés? C'est fondamental dans cette affaire. Il faut vraiment que toute la lumière soit faite sur cela. Nous n'avons de cesse, dans l'ensemble de la population, de répéter depuis 2014 qu'il faut signaler les individus radicalisés qui sont susceptibles de basculer dans la radicalisation violente. Nous le faisons donc sur l'ensemble du territoire national, pour l'ensemble de la population, et c'est fait également au sein des services de police. Il existe des cellules de suivi, et les agents, les fonctionnaires de police et de gendarmerie savent qu'il faut signaler ceux des effectifs qui seraient radicalisés. Il y en a très peu, le rapport. Vous pointez là un point essentiel de cette affaire. Ça a été confirmé hier par le procureur. Un des collègues de Mickaël Harpon, en audition, dit, en 2015, il légitime les attentats de Charlie. Il dit, on a prévenu la hiérarchie. Qu'est-ce que vous savez exactement de ça? Parce qu'on se dit que si la hiérarchie était prévenue, elle aurait dû agir. Alors, effectivement, on est au cœur du problème. Il faut être réaliste, on est au cœur du problème. D'abord, quand avec Christophe Castaner, jeudi, nous sommes tous les deux à la préfecture de police avec d'autres autorités, tout ça ne nous est pas dit. On rencontre certains de ses collègues qui sont très affectés, qui ne nous parlent pas de ça. Ils ne nous parlent pas de ce comportement radicalisé ou qui ne nous parlent pas d'ailleurs de la moindre difficulté comportementale. C'est d'ailleurs ce que dit Christophe Castaner dans son intervention. Le ministre de l'Intérieur doit la vérité aux Français, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les informations qui ont été portées à sa connaissance. Et d'ailleurs, il ne ferme aucune porte. Il dit bien que l'enquête permettra de déterminer les mobiles, les motivations de cet individu. Et le procureur de Paris qui est présent, qui est saisi à ce moment-là, dit bien qu'il a saisi le parquet antiterroriste pour évaluation. Ce qui veut dire que cette porte n'est pas fermée. Alors, deuxième sujet, pardon, je vais répondre vraiment à votre question sur la radicalisation et les signaux qu'il y a eu. Il y a effectivement, c'est ce que dit le procureur antiterroriste, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui disent avoir décelé des signes de radicalisation et les avoir portés à la connaissance de la hiérarchie. Évidemment, avec Christophe Castaner, alors même il y a une enquête judiciaire, donc il faut être prudent, mais on a demandé quand même un certain nombre d'éléments à la préfecture de police de Paris sur ces dépositions dont le procureur a parlé. Vous savez, il y a une séparation entre l'action administrative et l'action judiciaire. Il faut être très prudent. Évidemment qu'on a demandé des explications. Ce qui nous dit, en l'état de nos informations, je suis prudent. Encore une fois, l'enquête judiciaire se poursuivra et l'inspection des services de renseignement va lancer son travail dans tous les services de renseignement, mais aussi à la préfecture de police de Paris. Ce qu'on nous dit, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de signalement de radicalisation dans le dossier administratif de cet individu. Il n'y en a pas. Premier point, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, un certain nombre de ses collègues, au cours de l'été 2015, ont fait une démarche auprès de leur hiérarchie de manière orale, pour signaler quelques inquiétudes qu'ils avaient
mais qu'ils n'ont pas souhaité confirmer par écrit. On leur a demandé de le faire, on leur a demandé. On leur a proposé de le confirmer par écrit, ils n'ont pas souhaité le faire, et ils n'ont pas. Je ne sais pas. Leurs dépositions seront déterminantes. Vous comprenez bien que je ne peux pas parler à leur place. En tout cas, à ce moment-là, ils décident de ne pas porter l'affaire, de ne pas procéder à un signalement. Et pourquoi la ces hiérarchie fonctionnaires, ne se saisit pas ? Monsieur le ministre, ces fonctionnaires qui travaillent dans la lutte antiterroriste ont une responsabilité aujourd'hui. L'enquête déterminera où se situent les d'avoir fait responsabilités. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de signalement matérialisé, tels que ceux qui sont pris en compte dans les services de police. Je crois que le rapport et de renseignement, le rapport notamment de M. Éric Diard, de M. Pouliat, l'ont montré. Il y a une attention particulière dans les services de police et de gendarmerie à ces questions. Il y a une vingtaine de cas qui sont en cours de traitement, qui se terminent parfois par des révocations, des individus qui sont radicalisés, soit qu'ils ont une pratique rigoriste de l'islam, soit qu'ils sont en contact avec des indus salafistes. Ces individus sont suivis. Et ce signalement, il ne remonte pas. Moi, je suis prudent à ce stade. L'enquête permettra d'éclaircir ce point du signalement, mais à ce stade, il n'y avait pas de signalement réalisé. Vous, avant d'être un ministre, vous êtes un patron du renseignement. À quel moment avez-vous douté ? À quel moment, quand on a dit d'abord c'est un acte de folie, et puis c'était pas un acte de folie, à quel moment vous, qui aviez des informations qu'on n'avait pas, ça se passe jeudi vers 13h, à quel moment vous doutez de la première version qu'on a tous, à quel moment vous vous dites c'est peut-être un truc terroriste ? Mais Vous, Laurent Nunez. Laurent Nunez, comme Christophe Castaner, comme tout le monde, quand on a une attaque Christophe de cette Castaner, ampleur... c'est pas un ancien policier. Oui, moi j'ai l'expérience qui est la mienne, de 20 ans de fonction publique, donc 10 ans consacrés aux côtés des forces de l'ordre. Quand on a une action de la sorte, on s'interroge toujours, on se dit est-ce que c'est terreau, pas terreau, etc. Les éléments d'information qui ont été portés à notre connaissance immédiatement n'allaient pas dans ce sens, mais on l'a toujours dans un coin de notre tête. Et on n'a jamais... Et Christophe Castaner qui s'est exprimé, moi je ne me suis pas exprimé, Christophe Castaner s'est exprimé, il n'a absolument pas évacué cette question, c'est faux. Non mais je parle pas, mais je n'accable personne, je veux juste que vous me disiez, moi à partir de tel moment je me dis il y a un truc bizarre. Mais en soi ce qui est grave, vous ne répondez à ce moment-là, je vais vous répondre, à ce moment-là, ce à quoi on pense c'est aux victimes, aux personnes qui ont été lâchement assassinées, par cet individu. On pense d'abord à ça, on pense à leur collègue. Et puis bien sûr, on pense à l'action terroriste, bien évidemment. Mais on ne peut exprimer cela que quand on a un certain nombre de signes, de preuves. Et ces éléments-là, pardon, mais c'est le procureur national antiterroriste qui le dit lui-même dans sa déclaration. C'est le lendemain qu'un certain nombre de dépositions et de révélations sont faites sur la radicalisation de l'individu. Le lendemain, le vendredi seulement. Égorgement. Et bien sûr qu'on y pense. Nous, on ne le savait pas, mais vous le savez. Mais c'est un mode opératoire qui correspond à une attaque terroriste, bien évidemment. Mais ce qui détermine l'attaque terroriste, et vous le savez mieux que moi, Dominique Rizet, vous le saviez mieux que moi, c'est le mobile de l'individu. C'est ça qui détermine l'attaque terroriste. Et pardon, mais le mobile, et le procureur le confirme hier dans sa conférence de presse, il a les premiers éléments le vendredi seulement. Et c'est sur la base de cela qu'il décide de se saisir. Vous savez, c'est pas par hasard si le parquet de Paris est resté saisi pendant 24 heures. C'est bien qu'il y avait une incertitude. Et je suis désolé, mais un ministre de la République et un procureur, ils ne parlent que quand ils ont des certitudes. Laurent Nunez, vous le disiez, au cœur de cette affaire, il y a cette légitimation des attentats de 2015, signalée, vous nous le disiez, en tout cas évoquée par ses collègues qui ne remontent pas plus loin. Une attaque vous concerne directement. Elle vient de Julien Aubert, député, qui dit ce matin, en 2015, et je le rappelais en introduction, entre 2012 et 2015, vous étiez directeur du cabinet du préfet Boucaud à la préfecture de police. Et il vous accuse directement. Comment pouviez-vous ne pas savoir ? On voit son tweet à l'antenne. Il estime que vous êtes aujourd'hui responsable. Comment vous pouviez ne pas savoir ? Alors, d'abord, effectivement, je suis à la préfecture de police jusqu'en mars 2015. Le signalement oral, l'échange oral qui a eu lieu, il a lieu à l'été. Bon, mais peu importe. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'il ne soit pas remonté. Donc vous pensez bien que s'il n'est pas remonté au-delà de l'équipe en question, il n'est certainement pas remonté dans la haute hiérarchie. Et s'il avait été le cas, croyez bien qu'il aurait été donné une suite immédiatement à ce signalement. Mais ce signalement, qui n'existe pas, encore une fois, sont des échanges oraux portés à la connaissance de la hiérarchie,
en l'état de ce que nous savons de ce dossier. Moi, je suis très prudent. Hein. D'autres fonctionnaires vont être entendus. Il faut être très prudent. Mais en tout état de cause, bien évidemment, ça n'a pas été porté, à ma connaissance, à cette époque, sur les 3 mois que j'ai passés en 2015 et où j'ai eu à gérer effectivement l'attentat de Charlie. Et puis ensuite, je suis parti à la préfecture de police de Marseille. Mais le sujet, c'est pas Laurent Nunez, directeur de cabinet du préfet de police. Alors, le sujet, c'est comment... Il y a quand même si c'est avéré, ce signalement n'est pas remonté. Il y a cette attaque personnelle qui vous était adressée, vous y avez répondu. Et puis, il y a une attaque plus globale de la part des Républicains qui estiment que Christophe Castaner, comme vous-même, devriez démissionner, que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. On écoute Éric Ciotti et Guillaume Larrivé. Quel Français peut aujourd'hui penser que le ministère de l'Intérieur est bien géré par M. Castaner? Quel Français peut penser en conscience qu'il assure efficacement sa protection? On l'a vu dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, la présence de M. Castaner au ministère de l'Intérieur se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Je suis député depuis 7 ans, je n'ai jamais appelé à la démission d'un ministre. Mais aujourd'hui, il en va de la sécurité nationale. Le président de la République et le Premier ministre doivent tirer les conséquences de cette situation. La place Beauvau, aujourd'hui, n'est pas dirigée. Il est nécessaire que le ministre de l'Intérieur soit remplacé. Il en va de la sécurité des Français. Est-ce que vous vous sentez responsable, en tant que ministre, de ce qui s'est passé? Écoutez, je vais d'abord agir aux propos que j'ai entendus, pardon, mais... Monsieur Ciotti, Monsieur Larrivé, en appel à la démission du ministre, sans doute à la mienne également. Je crois que tout ce que nous avons fait depuis l'élection du président Macron a consisté à renforcer en matière de lutte antiterroriste ce qui avait été fait sous le quinquennat précédent, et notamment à partir de 2014. Le président Macron a souhaité que nous décloisonnions le fonctionnement des services de renseignement. Il a souhaité qu'on mette un accent prioritaire sur la lutte antiterroriste. Tous les services de renseignement dans ce pays et les services judiciaires en charge de l'antiterrorisme échange de l'information en permanence. Il y a un état-major permanent qui est créé à la DGSI, l'ancienne direction que j'ai dirigée, qui est maintenant chef de file. Nous agissons au quotidien pour déjouer des attentats et c'est notre priorité. C'est notre priorité et d'ailleurs c'est la priorité de tous les conseils de défense qui, depuis l'élection du président Macron, se tiennent toutes les semaines. Vous avez failli. Sur cette affaire, Monsieur Larrivé et Monsieur Ciotti nous donnent des leçons. Mais écoutez, moi, il se trouve qu'avant d'être ministre, j'étais un peu un spécialiste de ces questions. Et j'ai la faiblesse de penser que je sais comment on les gère. Et je sais comment, avant 2014, un certain nombre d'individus, membres du GIA, membres de Force Analisane, ont été dans nos prisons françaises, n'ont fait l'objet d'aucun suivi au titre de la radicalisation. Je sais comment ces individus, quand ils ont été libérés, n'ont fait l'objet de quasiment aucun suivi des services de renseignement. Et une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs, sont partis en Irak et en Syrie. Je considère que ces personnes-là ne sont pas qualifiées pour nous donner des leçons, à Christophe Castaner, à moi-même, nous qui sommes aux affaires. Il faut de la politique, il y a les élections de la présidence à la présidence des Républicains. Je pense que M. Aubert, qui m'a attaqué personnellement, et vous l'avez rappelé, et M. Larrivé sont en campagne, c'est leur problème. Nous, avec Christophe Castaner, on gère la sécurité. Monsieur Nunez, vous êtes solidaire de votre ministre, vous êtes un homme fidèle. Mais je crois que ce n'est pas votre démission que demandent ces personnes-là. C'est la démission de M. Castaner. Il n'est pas question de démissionner à ce stade. Il n'est pas question de démissionner à ce stade. Vous avez... je viens de vous le redire et de vous réexpliquer. Vous avez, ce qui s'est passé est très grave, on ne le nie pas. C'est une attaque grave, une attaque à caractère sans doute terroriste, le parquet terroriste est saisi, qui a eu lieu au sein même d'un service de renseignement. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Il faut que nous sachions précisément, et c'est l'objet de l'inspection des services de renseignement qui a été lancée par le Premier ministre, qui va porter à la fois sur la direction du renseignement de la préfecture de police et puis sur l'ensemble des services de renseignement, si le tamis fonctionne bien. Moi, j'ai la faiblesse de penser que les choses sont bien faites, mais là, il y a eu un dysfonctionnement. Il y a eu un dysfonctionnement majeur, puisque un certain nombre de collègues nous disent aujourd'hui que l'individu était radicalisé, ça n'est jamais remonté. Et le problème, il est là, et il ne faut plus que ça se reproduise. En attendant le rapport de l'inspection, lundi matin, tout le monde va retourner travailler à la préfecture de police de Paris. Est-ce que vous laissez la direction du renseignement de la préfecture de police dirigée toujours par la même personne? Est-ce que vous laissez cette direction à l'intérieur de la préfecture de police ou est-ce que vous allez la transférer avec la DGSI, la sous-direction antiterroriste à Levallois? Qu'est-ce que vous faites en attendant? Écoutez, pour l'instant, ce genre de questions ne se pose pas. La priorité, ce sont les investigations judiciaires, c'est de faire toute la lumière sur, bien sûr, les mobiles de l'individu, sur le fait de savoir pourquoi ces signalements ne sont pas remontés. Et pour l'instant,
il n'y a pas, ce genre de questions ne se pose pas. Il faut d'abord faire la lumière sur cette affaire. Et Christophe Castaner l'a rappelé sur une autre chaîne il y a quelques minutes. Évidemment, s'il y a eu des dysfonctionnements, il y aura des défaillances, il y aura des sanctions. Mais pour l'instant, il faut être très prudent et laisser les enquêtes, les inspections faire leur travail. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette interview accordée à nos confrères de TF1 de Christophe Castaner. Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, une femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Et quand on regarde le dossier administratif de l'auteur, sa procédure d'habilitation au secret défense, il l'a eu en 2003. Elle a été renouvelée depuis systématiquement. Dans son dossier administratif, c'est un agent plutôt bien noté. C'est ce que j'indiquais dès jeudi. C'est un agent dont on reconnaît les qualités. Aucun élément sur une quelconque radicalisation apparaît. Il y a eu des failles, il le reconnaît très clairement, Christophe Castaner. Il légitime en même temps sa prise de parole de jeudi. Certains ont jugé qu'il avait parlé trop vite. S'il y a des failles, ça veut dire qu'il va quand même falloir, peut-être au-delà des mesures annoncées par Édouard Philippe ce matin, à savoir de réexaminer et de réévaluer l'ensemble des personnels du renseignement en France. Est-ce qu'il ne va pas falloir aller plus loin? Les Français peuvent être aujourd'hui en partie inquiets de ce qui s'est passé. Les Français sont légitimement inquiets de ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est au sein d'un service de renseignement. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Voilà, c'est la première réponse. Et bien évidemment, il faut qu'on sache cette faille, à quel niveau elle s'est située. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, pourquoi cette information n'est pas remontée. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, l'inspection des services de renseignement va avoir aussi pour mission de rappeler à l'ensemble des services la vigilance qu'il faut avoir, y compris au sein de nos rangs, dans nos propres rangs. Et croyez bien que cette vigilance, elle existe, mais l'idée, c'est de s'assurer que les mailles soient complètement resserrées pour que ce drame ne se reproduise plus. La question que vous posez, elle va au-delà, elle touche à la réorganisation. Vous savez qu'il y a une réflexion qui a été lancée par le ministre et par moi-même sur l'organisation des services de police. C'est le livre blanc, dont le lancement aura lieu, sera fait officiellement par le ministre le 14 octobre, sur lequel nous travaillons. On va bien évidemment passer l'organisation des services au peigne fin pour voir si c'est la bonne organisation. En matière de lutte antiterroriste, ce que je veux rappeler, il faut que les Français soient rassurés de ce point de vue. Excusez-moi, juste, vous parlez d'organisation. C'est important. Oui, mais vous allez pouvoir continuer. Vous parlez d'organisation, très bien. Est-ce qu'il y a aussi des responsabilités individuelles à trouver dans cette affaire? D'abord, je termine. Il faut que les Français aient bien à l'esprit que depuis 2014, nous n'avons cessé de renforcer l'action des services de renseignement et des services antiterroristes judiciaires sur la lutte antiterroriste. Nous avons cessé de renforcer l'échange d'informations. Nous n'avons cessé de renforcer les criblages. Cette action, elle est résolue, elle est menée fermement, elle est menée avec détermination. Pour répondre à votre question, et le ministre l'a dit, oui, s'il y a eu des failles et des défaillances, il y aura bien évidemment des sanctions individuelles. Mais pour l'instant, laissons les enquêtes judiciaires se dérouler et laissons l'inspection du service de renseignement qui va faire son travail dans des délais extrêmement brefs. Le rapport est attendu pour la fin octobre, comme l'a annoncé le Premier ministre, sur la façon dont a été gérée la situation au sein de la préfecture de police et au sein de la direction de renseignement sur la période où était en fonction l'auteur. Question technique, cet homme, il avait les codes pour entrer dans les ordinateurs. Il avait les codes. Il pouvait entrer dans les ordinateurs à distance comme toute personne qui fait du maintien de matériel informatique dans une entreprise. Question que se posent tous les policiers qui nous ont appelés et qu'on connaît bien. Ceux qui travaillent au renseignement, est-ce qu'il a pu avoir accès à des informations? Est-ce qu'il a pu transmettre ces informations? Est-ce qu'il a pu transmettre les noms, les adresses des fonctionnaires de police des RG et de leurs familles? Est-ce qu'il a pu avoir accès au nom des indicateurs, parce que la police travaille avec des indicateurs? Est-ce qu'il a pu avoir accès à des noms comme celui de la jeune femme qui avait permis à la police d'arrêter Abaoud en Seine-Saint-Denis? Souvenez-vous qu'on a appelé Sonia et qui a écrit un livre. J'ai eu Sonia au téléphone, elle a peur pour sa propre sécurité. Est-ce que vous pouvez les rassurer tous? Alors d'abord, nous ne savons pas, l'enquête le dira, les informations auxquelles il a eu accès. Pour l'instant, nous n'avons pas de raison de penser qu'il ait pu transmettre des informations, mais l'enquête le dira. Et bien évidemment, on souhaite que sur ce volet-là de l'enquête judiciaire, les choses aillent le plus vite possible, car je comprends les inquiétudes légitimes des fonctionnaires. Dans la liste des informations auxquelles il était susceptible d'avoir accès que vous avez citées, il y en a certaines, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible, notamment l'affaire Abaoud et autres que vous citez, qui était gérée par un service judiciaire, qui était gérée par un autre service, c'est totalement impossible. Donc il faut qu'on y voit clair le plus vite possible là-dessus. Je ne sais pas, au moment où on se parle, répondre à votre question. Je comprends l'inquiétude légitime des fonctionnaires, mais il faudra très vite
que nous éclaircissions ce point, même si pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que ce soit le cas. Mais il faut être, bien évidemment, extrêmement attentif à cette situation, bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que cet homme a pu, à ce stade, de ce que vous connaissez, bénéficier de complicité, qu'il y ait d'autres individus? On rappelle que sa femme est toujours en garde à vue, qu'il avait échangé 33 SMS, certains avec des connotations religieuses juste avant de passer à l'acte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez cette hypothèse d'une cellule autour de cet individu? Écoutez, c'est difficile de... J'ai un certain nombre d'éléments d'information, mais vous comprenez bien que ça relève de l'enquête du parquet national antiterroriste, que l'enquête va se poursuivre pour déterminer l'ensemble de ses contacts. Mais à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des informations qui sont les miennes, et en me référant aussi à ce qu'en a dit le procureur antiterroriste, à ce stade, on ne peut pas parler de l'existence d'une cellule. Est-ce qu'il y a eu trop de pudeur? Est-ce qu'il peut y avoir eu la crainte des chefs de service de convoquer un fonctionnaire parce qu'il s'était converti à l'islam pour en parler avec lui, hein? Et encore plus parce que c'était un fonctionnaire handicapé, converti. Est-ce que ça peut expliquer des choses? Est-ce que ça peut dire quelque chose? Dominique Risset, je pense qu'il y a un chemin sur lequel je ne veux pas aller, c'est qu'un fonctionnaire qui est converti à l'islam n'est pas un terroriste. Bien sûr, mais on est d'accord. Ça n'est pas possible. On peut lui poser des questions s'il travaille dans un service de renseignement. Par contre, quand il y a chez ce fonctionnaire des signes d'une pratique rigoriste de l'islam, qui peut prendre diverses formes, c'est la tenue vestimentaire, c'est l'attitude par rapport aux femmes, c'est les propos qu'il peut tenir. À ce moment-là, oui, il doit y avoir un signalement. La réponse est clairement oui. Et c'est ce qui se passe dans les services de police. Parce que moi, ça ne me pose pas de problème, mais un service de renseignement, ça peut poser un problème. C'est la vingtaine de cas que nous traitons actuellement en police et la dizaine de cas qui sont traités actuellement en gendarmerie nationale, dont certains se sont traduits par des mises à l'écart des fonctionnaires. Vous savez que la loi SILT a été modifiée de ce point de vue-là pour les fonctionnaires ou les militaires en charge de missions de souveraineté, qui pourront être révoqués dans certaines conditions de ce fait. Donc voilà, mais attention. Oui, bien sûr. Il faut faire attention aux signes, ce que sont les signes de radicalisation. Mais de ce qu'on entend, de ce que nous dit le procureur national antiterroriste, ces signes-là, au vu, enfin, de ce que nous disent les collègues de l'auteur, ils existaient et ils n'ont pas été signalés. Et c'est tout le problème. Merci beaucoup, Laurent Nunez, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes, décrypter avec nous et réagir évidemment à cette actualité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.